Mon nom est Clark Miller, j'ai 28 ans, un simple ouvrier d'entrepôt de Californie, et aujourd'hui était censé être le jour de mon mariage. Cet hôtel 5 étoiles était si éblouissant qu'il m'en coupait le souffle. Des lustres en cristal scintillaient comme des milliers d'étoiles filantes suspendues au plafond, projetant leur lumière sur 500 invités. Des magnats des affaires, des politiciens et l'élite de la haute société. Ils riaient et discutaient bruyamment, trinquant avec des coupes de champagne, parlant d'actions, de yachts et de vacances en Europe. Je portais un smoking sur mesure, forçant un sourire sur mon visage, mais à l'intérieur, j'étais un paquet de nerfs. C'était mon mariage avec Lassie Ellington, la fille de l'une des familles les plus riches des environs, et je savais pertinemment que je n'étais qu'un type ordinaire qui s'était soméo-glissé dans leur monde. Mon cœur battait la chamade tandis que je balayais la foule du regard, cherchant un visage familier dans cette mer d'inconnus. Et puis je l'ai vu. Mon père, Benson Miller, 61 ans, entrant par une porte latérale. Il portait le même vieux costume que je me souvenais lui avoir vu acheter il y a plus de 10 ans. Ses chaussures en cuir usé étaient craquelées et éraflées, sa silhouette mince légèrement voûtée comme s'il essayait de se faire plus petit. Il se tenait tranquillement dans un coin reculé près de la sortie de secours, comme s'il avait peur de déranger qui que ce soit. Son visage était marqué par des années de dur labeur, mais ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et d'anxiété. Mon père m'avait élevé seul après le décès de maman. Il s'était usé à la tâche sur notre petite ferme pour que je puisse recevoir une éducation décente. Il ne s'était jamais plaint une seule fois. Mais aujourd'hui, au milieu de tout ce luxe, il avait l'air déchirantement déplacé. Ma gorge s'est nouée, sèche et douloureuse. Une vague d'amour et de douleur m'a submergé. Je voulais courir vers lui à cet instant même et le tirer jusqu'à un siège convenable dans la section familiale. « Papa, pourquoi restes-tu là tout seul ?» pensais-je, le cœur serré. Il avait tant sacrifié pour moi. Il méritait le respect. Mais avant que je puisse bouger, les gens ont commencé à le remarquer. Des chuchotements ont parcouru la foule comme un courant sous-jacent. Un groupe de femmes en robe de soirée scintillante se sont tournées pour le regarder, avec un sourire narquois. « Qui est-ce ? On dirait qu'il sort tout droit d'une ferme, » a chuchoté l'une d'elles assez fort pour que je l'entende. Des doigts le pointaient, des regards le jugeaient comme s'il était un objet étrange qui s'était égaré dans leur fête d'élite. J'ai senti le sang me monter au visage, brûlant. Il se moquait de mon père, l'homme qui m'avait appris à être quelqu'un de bien. Mon futur beau-père, Brantley Ellington, président du gigantesque empire du groupe Ellington, se tenait non loin de là. Il a jeté un regard à mon père avec un dédain manifeste, comme s'il regardait un insecte. Puis il s'est détourné, secouant la tête avec agacement, et a repris sa conversation avec le sénateur comme si de rien n'était. J'ai serré les poings, luttant contre la colère qui montait en moi. Brantley n'avait jamais approuvé ce mariage. Il m'avait toujours considéré comme inférieur à eux, tout juste bon à faire des courses. Ma future belle-mère, Elise Ellington, 54 ans, se tenait au milieu de son cercle de mondaines au collier de diamants. Elle a affiché un mince sourire condescendant et a dit de sa voix perçante, « Mes futurs beaux-parents sont un peu trop modestes, n'est-ce pas ? Je me demande s'il est à l'aise dans un endroit comme celui-ci. » Le groupe a éclaté d'un rire sec et tranchant qui m'a poignardé en plein cœur. Élise avait toujours fait semblant d'être polie, mais je savais exactement ce qu'elle pensait de ma famille, des gens de basse classe qui n'avaient pas leur place dans la lignée Ellington. Ma poitrine s'est serrée de colère et d'humiliation au nom de mon père. J'ai commencé à avancer vers lui, déterminé à l'amener dans la zone familiale. Mais Lassie, ma fiancée, m'a fermement saisi le bras. « Arrête ça tout de suite », a-t-elle sifflé. « Laisse ton père là. Ne fais pas de scène. Aujourd'hui est censé être notre jour. » Je l'ai regardé, magnifique dans sa robe de mariée blanche, mais ses yeux étaient froids. Pas la moindre trace d'empathie. J'avais aimé Lassie pour sa force, pour les moments de joie et de difficulté que nous avions partagés lorsque nous n'étions que des étudiants. Mais maintenant, elle semblait complètement changée, totalement absorbée par le monde de sa famille. De l'autre côté de la pièce, mon père a croisé mon regard et a fait un petit signe de tête, triste mais résigné. C'était comme s'il disait, « Ce n'est pas grave, mon fils. Ne fais pas d'histoire à cause de moi. » Il a forcé un faible sourire, essayant de cacher sa douleur. Ma gorge s'est nouée. Les larmes menaçaient de couler. Mon père avait tant enduré. Et maintenant, il ravalait encore sa fierté pour moi. La cérémonie s'est poursuivie dans la grande salle. Au moment des grandes photos de famille,
j'ai insisté pour faire monter mon père sur scène. « Papa, viens te tenir à mes côtés », ai-je dit, la voix tremblante. Il a hésité, puis est monté, ses vieilles chaussures grinçant bruyamment sur le parquet poli. La famille de la mariée a immédiatement montré son malaise. Ils ont reculé, s'éloignant comme si mon père était porteur d'une maladie. Le jeune frère de Lassie, Marcos Ellington, un gamin gâté et arrogant, n'a pas pu se retenir. Il a ricané bruyamment. C'est censé être un père? On dirait plutôt une ordure de la campagne. Et il monte ici lentement comme un mendiant. Sa voix était chargée de mépris. Le groupe entier a éclaté d'un rire tonitruant. Certains ont même tapoté Marcos dans le dos comme s'il venait de raconter la blague de la soirée. Lassie a ri aussi, sans jamais regarder mon père, sans jamais essayer d'arrêter ça. Elle a simplement ri comme si c'était un amusement sans conséquence. J'ai vu mon père, figé au milieu des éclats de rire, les yeux rouges, mais forçant toujours un sourire crispé, s'accrochant au dernier lambeau de sa dignité. Quelque chose en moi a cédé. La rage a explosé, brûlant dans ma poitrine. J'ai jeté le bouquet de la mariée par terre avec un fracas qui a résonné dans toute la salle. J'annule le mariage, ai-je crié assez fort pour que chaque personne dans la pièce m'entende. La salle entière est tombée dans un silence de mort, puis a éclaté dans le chaos. Les chuchotements se sont transformés en un raz-de-marée de voix, tous les yeux fixés sur moi, le fou qui venait de prononcer ces mots. Je suis resté là, respirant fort, mais sans aucun regret. C'était ma limite. La famille Ellington a explosé comme une bombe. Des chaises ont raclé bruyamment. Des cris et des hurlements ont fusionné en une vague de fureur qui a balayé toute la salle. Que se passe-t-il? Pourquoi annule-t-il le mariage? A crié quelqu'un en panique depuis le premier rang. Lassie, ma quasi-épouse ou maintenant mon ex-fiancée, est devenue blanche comme un linge. Puis son visage est devenu cramoisi de rage. Elle s'est retournée vers moi, les yeux flamboyants, et m'a giflé violemment au visage. Le claquement a résonné dans la pièce, une piqûre brûlante qui a laissé ma joue engourdie. « Tu es fou, Clark » a-t-elle hurlé devant des centaines de personnes, la voix perçante comme si j'avais commis le crime ultime. « Tu oses annuler notre mariage devant tout le monde? Pour qui te prends-tu » Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes d'humiliation, celles de son plan parfait qui s'effondrait. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Lassie avait été mon amour, mais maintenant elle ressemblait à une étrangère, faisant pleinement partie d'un monde auquel je n'avais jamais vraiment appartenu. Brantley s'est tourné vers moi, le visage violet de honte et de fureur. Il a rugi, sa voix résonnant comme le tonnerre. « Clark Miller, excuse-toi immédiatement. Tu oses humilier ma famille devant 500 invités? Excuse-toi tout de suite et sauve la face pour nous tous. » Tous les yeux étaient rivés sur nous, les chuchotements devenant plus forts. Il a pointé un doigt vers moi, le visage tordu comme si j'étais le traître. Ellis s'est avancée, ses traits habituellement raffinés déformés par la rage. Sa voix était glaciale et venimeuse. Un moins que rien comme toi a le culot d'ouvrir la bouche pour annuler le mariage. Ridicule. Si quelqu'un a le droit de dire ça, c'est ma fille, pas un quelconque individu sans le sou portant un smoking de location. Elle a agité la main de manière théâtrale, les diamants scintillant sous les lumières comme pour souligner le gouffre qui nous séparait. La salle entière s'est tue, à l'écoute. Quelques invités ont hoché la tête en signe d'approbation. Élise m'avait méprisé dès le premier dîner de famille, insinuant toujours que j'épousais Lassie pour grimper dans l'échelle sociale. Le sang a bouilli dans mes veines, mais je suis resté silencieux, laissant la colère alimenter ma résolution. Marcos, le jeune frère de Lassie, et sa meute d'amis riches se sont précipités en avant comme des chiens de chasse. « Mets-toi à genoux et excuse-toi, salaud !» a hurlé Marcos, le visage tordu de fureur, le doigt pointé sur moi. Ses amis se sont joints à lui. « Ouais, à genoux. Répare ça pour la famille Ellington. Pour qui te prends-tu, le garçon d'entrepôt ?» Leur voix résonnait. Quelques invités se sont même levés, l'atmosphère électrique de la menace de violence. Marcos s'était moqué de moi à chaque réunion de famille, m'appelant le serviteur de sa sœur. Maintenant, il me voulait à genoux pour apaiser son ego blessé. Je me tenais au cœur de la tempête, silencieux, imperturbable, les yeux balayant froidement chaque visage qui lançait des insultes sans pitié. Pas un seul tressaillement. Mon cœur battait la chamade, mais je n'avais pas peur.
C'était le moment où je devais être fort pour mon père, pour moi-même. Mon père s'est approché, le visage pâle de honte et de chagrin. Il a pris ma main, fine, chaude, tremblant légèrement. « Mon fils, je suis désolé », a-t-il murmuré, la voix brisée. Ma présence ici. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Je n'aurais pas dû venir. Ne gâche pas ton avenir à cause de moi. Il a essayé de sourire et a secoué la tête comme pour me rassurer, bien que ses vieux yeux portaient toujours la tranquille endurance qu'il avait affichée toute sa vie. Je l'ai regardé et je n'ai vu que du sacrifice. Des années de travail harassant, à m'élever seul après la mort de maman. Il n'avait jamais rien demandé, il voulait juste que je sois heureux. Ma poitrine s'est serrée. Des années d'émotions refoulées remontant à la surface. Les larmes menaçaient, mais je les ai retenues. « Papa, je sais ce que je dois faire », ai-je murmuré, la voix tremblante. Je me suis retourné vers les Ellington, la rage éclatant comme un volcan. J'ai rugi assez fort pour faire taire tous les cris. Vous pouvez m'insulter, me traiter comme une ordure, j'encaisserai tout, mais mon père est la seule limite que vous ne franchirez pas. Ma voix a tonné dans la salle, noyant les quolibets. La foule entière s'est figée, abasourdie. Lassie a couvert sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Brantley s'est raidi, le visage livide. Élise a reculé d'un pas, la main tremblante. La bouche de Marcos est restée ouverte, sans voix. Je me tenais droit, sans trembler, le visage brûlant de douleur et de fureur. Ma poitrine se soulevait, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Je n'avais plus peur de leur monde. J'ai déclaré une fois de plus, ferme et inébranlable, ce mariage est terminé, ici et maintenant. Je n'échangerai jamais le respect pour mon père contre votre prestige bon marché. Ma voix a retenti, claire comme un serment. La salle a de nouveau éclaté, mais cette fois en murmures choqués et même quelques regards de respect réticents. Je me suis tourné vers mon père, la voix nouée mais résolue. Tu n'as rien fait de mal. Tu es le meilleur homme du monde. Puis j'ai pris sa main et je l'ai fait descendre de la scène, passant devant des centaines de visages stupéfaits. Nous avons descendu l'allée entre les rangées de sièges, les chuchotements nous suivant comme une brise. Derrière nous, la fureur, l'humiliation et le chaos des Ellington explosaient comme une tempête. Lassie sanglotait, Brantley appelait la sécurité, Élise hurlait à propos de procès. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Nous sommes sortis de l'hôtel dans la nuit fraîche de Californie, laissant ce monde scintillant derrière nous. À cet instant, en tenant la main de mon père alors que nous sortions de la salle, j'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. L'air extérieur était frais, portant la légère odeur de l'océan. Rien à voir avec l'atmosphère suffocante de l'intérieur. Papa marchait à côté de moi, ses pas lents, mais sa prise sur ma main se resserra. « Mon fils, tu es sûr ?» demanda-t-il doucement, la voix pleine d'inquiétude. J'ai hoché la tête et j'ai souri, le premier vrai sourire depuis que tout avait commencé. « J'en suis sûr, papa. Et je ne le regrette pas, nous sommes montés dans ma vieille voiture déglinguée garée sur le parking, pas une des limousines des Ellington. Le moteur a vrombi et nous sommes partis dans la nuit, laissant loin derrière les débris du mariage brisé. J'ai conduit toute la nuit, l'interminable autoroute californienne s'étendant sous les faibles lumières jaunes des lampadaires. À l'intérieur de la voiture, un lourd silence régnait, seulement troublé par le faible grondement du moteur et le sifflement du vent à travers la fenêtre fissurée. Mon père était assis sur le siège passager, la tête appuyée contre la vitre. Ses épaules fatiguées étaient affaissées, comme s'il portait le poids d'une vie de difficulté. Je lui ai jeté un coup d'œil. Ses yeux étaient tranquillement fixés sur l'obscurité extérieure, remplis de gratitude et d'inquiétude. Nous sommes restés silencieux tout le long du trajet, chacun perdu dans des pensées trop lourdes pour être exprimées. Mon cœur battait encore à cause de la tension du lieu de la réception, mais en dessous brûlait une tristesse sourde et indescriptible. J'avais annulé le mariage, tourné le dos à un avenir que je croyais autrefois être mon rêve. Pourtant, pourquoi me sentais-je si soulagé ? Au fond de moi, je savais que c'était le bon choix. Les images du mariage se rejouaient dans mon esprit comme un vieux film au ralenti. Mon père debout, seul dans le coin, les rires moqueurs, la gifle de Lassie, les cris de Brantley. Elle faisait mal, mais elle me ramenait aussi au tout début avec Lassie. La vérité est que notre amour avait commencé de manière magnifique. Je me souviens si clairement de cet après-midi sur le campus. Elle m'était littéralement rentrée dedans à cause de mon honnêteté. À l'époque,
J'étais juste un étudiant fauché qui travaillait de nuit dans un entrepôt pour payer ses frais de scolarité. Lassie, fille riche, cheveux dorés, sourire radieux, se précipitait en cours et m'a percuté. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je courais trop vite. Ça va? Elle a ri, puis s'est arrêtée et m'a vraiment regardé. Nous avons parlé, et ce fut le début. Elle disait qu'elle aimait ma gentillesse et ma simplicité. Tu n'es en rien comme les types arrogants d'ici, m'a-t-elle murmuré lors de notre premier rendez-vous, assis sur la plage. Nous nous tenions la main sur le sable, écoutant les vagues. Je lui ai parlé de mon père, de notre vie simple à la campagne, et elle a écouté avec des yeux brillants. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même, a-t-elle dit. Et je l'ai cru. Notre amour a grandi. Des textos tard le soir aux escapades de week-end. Mais dès que j'ai mis un pied dans son monde, tout a changé. Les Ellington ne m'ont jamais accepté. Dès le début, ils se sont opposés à notre relation, affirmant que j'étais indigne d'eux, pas à la hauteur de leur nom. Lassie était la princesse de l'empire du groupe Ellington. Je n'étais qu'un ouvrier d'entrepôt de la Californie rurale. Pour eux, j'étais une distraction temporaire, une amourette avant qu'elle ne se range avec quelqu'un de convenable. Je me souviens encore de ma première visite dans leur manoir de Beverly Hills. Piscine, jardins entretenus, tout criait l'argent. Je portais mes plus beaux vêtements, mais je me sentais toujours déplacé au milieu du mobilier hors de prix. Brantley Ellington m'a accueilli avec une poignée de main froide, puis a pris Lassie à part pour lui chuchoter quelque chose. Après le dîner, il m'a appelé sur le balcon, la voix dégoulinante de mépris. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir offrir à ma fille, exactement? Lassie mérite quelqu'un de bien plus riche. Vous n'êtes que temporaire. Il m'a pointé du doigt comme si j'étais un employé de bas niveau. J'ai ravalé l'insulte et suis resté calme, mais ces mots m'ont profondément blessé. À partir de là, chaque rencontre a été la même. Ma fille a besoin d'un homme avec un statut, pas de quelqu'un couvert de la poussière d'un entrepôt. Elise Ellington était plus subtile, mais non moins cruelle. Elle gardait des sourires polis en me saluant, mais trouvait toujours des moyens de m'humilier. Clark, cette tenue est très décontractée, n'est-ce pas? Laissez-moi vous présenter à notre famille, Taylor, a-t-elle dit lors d'une fête devant ses amis. Ou une autre fois, quand j'ai mentionné mon travail. Un ouvrier d'entrepôt. Comme c'est intéressant. Mais Lassie a besoin de quelqu'un avec une véritable ambition, vous savez. Elle insinuait que j'étais un croqueur de diamants. J'ai enduré tout ça pour Lassie. Mais chaque commentaire laissait une cicatrice, me faisant me demander si l'amour suffisait. Ils m'ont même présenté un épais contrat de mariage pour protéger leurs actifs. C'était une soirée orageuse dans le bureau de l'avocat de Brantley. Le dossier en cuir noir sur la table était rempli de clauses compliquées. Je n'aurais aucune prétention sur les biens des Ellington. Si nous divorcions, je partirais sans rien. C'est juste une procédure standard, Clark, a dit Lassie en évitant mon regard. Brantley était assis là, la voix froide. Signé. Prouvez que vous aimez ma fille pour elle-même, pas pour son argent. Je me sentais humilié, comme s'il me voyait comme un voleur. Ma main tremblait en tenant le stylo, mais j'ai signé, pensant que l'amour en valait la peine. Maintenant, au volant, je réalise que c'était ma première erreur. Ils ne m'ont jamais fait confiance. Et Lassie, elle non plus. Lassie avait été si confiante, certaine qu'avec le pouvoir de sa famille et mon cœur tendre, elle pourrait me modeler selon leurs désirs. Tu as juste besoin de changer un peu, Clark. T'habiller mieux, parler plus élégamment. Je vais t'aider, disait-elle lors de nos derniers rendez-vous. Elle me traînait à des soirées mondaines, m'apprenait à tenir un verre de vin, à saluer les gens. J'ai essayé pour elle, mais au fond de moi, je sentais que je disparaissais. Elle était sûre que j'accepterais finalement ma place. Un mari dépendant vivant dans les limites qu'elle fixerait. Ne t'inquiète pas. Mes parents sont durs, mais une fois que tu te seras un peu adapté, ils finiront par t'accepter. Elle souriait en me serrant dans ses bras. Mais cette arrogance, cette certitude aveugle a contribué à transformer le mariage d'aujourd'hui en désastre. Elle n'a jamais imaginé que j'avais des limites, que mon père était intouchable. Maintenant, en conduisant sur des routes familières, je me demande, le regrette-t-elle? Ou est-elle simplement contrariée par l'humiliation publique? Au volant, même le cœur lourd, je ne ressens aucun regret. Je sais que j'ai fait le bon choix, la chose à laquelle un homme digne ne peut jamais renoncer.
Annuler le mariage signifiait perdre une vie de richesse, mais garder mon respect de moi-même et mon amour pour mon père. C'est ce qui compte vraiment. Je jette un autre regard à papa. Il a la tête appuyée contre la vitre, les épaules fatiguées, mais les yeux tranquillement remplis de gratitude. Il ne parle pas, mais ce regard dit tout. Merci, mon fils, de m'avoir choisi. Une chaleur emplit ma poitrine, et je suis plus certain que jamais que le choix d'aujourd'hui était le seul que j'aurais pu faire. Nous avons traversé tant de choses ensemble. La mort de maman, des années de pauvreté, et maintenant cette tempête. Mon père est mon roc, et je ne laisserai plus jamais personne lui faire du mal. La voiture file dans la nuit, laissant derrière elle les lumières scintillantes du mariage ruiné et la vie à laquelle je n'ai jamais vraiment appartenu. La route du retour vers papa se rapproche. De petites maisons apparaissent sous le clair de lune. Je me souviens de la dernière fois que j'étais ici avant le mariage, quand il m'a demandé « Es-tu heureux, mon fils ?» J'avais hoché la tête à l'époque. Mais maintenant, je sais ce qu'est le vrai bonheur. Ce ne sont pas des manoirs ou des voitures de luxe. C'est ce moment aux côtés de mon père, libéré de chaînes factices. La voiture s'est arrêtée devant la petite maison familière où mon père avait vécu seul pendant tant d'années. C'était une vieille chaumière en bois avec un toit de bardeaux rapiécé, une clôture blanche délavée et un potager bien entretenu dans le jardin. Une lumière jaune et chaude s'échappait des fenêtres, nous accueillant comme une étreinte. J'ai coupé le moteur et je suis sorti. L'air frais de la nuit s'est engouffré, transportant l'odeur de la terre humide et des feuilles. Papa marchait à côté de moi, c'est pas plus lent que d'habitude, comme si la tempête du mariage s'accrochait encore à lui. Nous sommes entrés sans un mot. La porte a grincé dans le silence. À l'intérieur, tout était exactement comme toujours. Le plancher en bois poli par des années de balayage soigné, le canapé usé avec les égratignures de mon enfance, et la cheminée dans le coin qui rougeoyait, les bûches crépitantes chuchotant le réconfort. Nous nous sommes assis devant le feu. Sa chaleur s'est répandue sur nos corps fatigués, mais elle n'a pas tout à fait réussi à chasser la lourdeur qui subsistait du chaos du mariage. Mon cœur battait encore la chamade, les rires moqueurs, la gifle de la scie, les cris de Brantelet. Tout tournait dans ma tête. J'ai baissé la tête, les mains jointes, la voix tremblante. Papa, je suis désolé. Je t'ai entraîné dans quelque chose de si humiliant. Je n'aurais jamais dû te laisser venir. Je n'aurais jamais dû les laisser t'insulter devant tout le monde. Les larmes menaçaient, mais je les ai retenues. Puis je les regardais, la voix plus assurée. Mais je ne le regrette pas, pas une seule seconde. Je préférerais tout perdre plutôt que de les laisser te toucher. Papa m'a regardé, ses vieux yeux brillants dans la lumière vacillante du feu. Il a posé sa main fine mais forte, la main d'une vie de dur labeur, sur mon épaule. Sa voix était basse et chaleureuse, remplie d'une fierté qu'il exprimait rarement. Mon fils, je comprends pourquoi tu l'as fait. Et je suis si fier de toi. Au milieu de tous ces gens de la haute société, tu t'es levé pour moi, pour ce qui est juste. Tout le monde n'abandonnerait pas son avenir pour protéger un pauvre vieil homme comme moi. Mais tu l'as fait. Tu as prouvé que tu es un vrai homme. Il a serré mon épaule plus fort, un doux sourire se dessinant sur son visage. Mais derrière cette gentillesse, j'ai vu autre chose dans ses yeux. Une profondeur tranquille, comme s'il avait caché un secret pendant bien trop longtemps, attendant exactement ce moment pour le révéler. Puis, de manière inattendue, il a poussé un long soupir, comme s'il se libérait d'un fardeau qu'il portait depuis des décennies. Il m'a regardé droit dans les yeux, soudainement sérieux, d'une manière qui m'a mis mal à l'aise. Clark, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le fermier pauvre et simple que tout le monde pense que je suis, et que tu as toujours cru que j'étais. En réalité, je suis milliardaire. Les mots ont résonné, clairs mais doux, comme une bombe explosant au ralenti dans la pièce silencieuse. Je me suis figé. Mes oreilles bourdonnaient. Mon esprit tournait. Un milliardaire. Mon père, l'homme au vieux costume et aux chaussures usées vivant dans cette petite maison, était milliardaire. J'ai pensé que le choc du mariage l'avait affecté, qu'il parlait sous le coup de l'émotion, essayant de me réconforter avec une histoire inventée. J'ai forcé un sourire tremblant, balbutiant, « Papa, de quoi tu parles ? Tu es fatigué, n'est-ce pas ? Aujourd'hui a été trop éprouvant. S'il te plaît, repose-toi. » Je lui ai frotté le dos, le cœur battant à tout rompre, ne sachant pas comment réagir. Mon père, un milliardaire.
C'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue, encore pire que les insultes des Ellington. Mais papa a juste souri gentiment, complètement imperturbable. Il s'est levé et est entré dans sa chambre, la petite pièce privée où j'étais rarement autorisé à entrer. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des papiers bruire. Puis il est revenu avec une épaisse pile de documents et l'a posé juste devant moi sur la vieille table en bois. C'était un lourd dossier en cuir noir rempli de papiers glacés et de sceaux officiels rouge vif. « Je veux que tu vois ça », a-t-il dit doucement, s'asseyant à côté de moi, observant ma réaction. Encore sceptique, le cœur battant la chamade, je l'ai pris avec des mains tremblantes et j'ai ouvert la première page. C'était un certificat d'action d'une grande entreprise technologique valant des millions de dollars. J'ai tourné la page, mes yeux se sont écarquillés. Des rapports d'investissement internationaux, des relevés bancaires avec des soldes à 9 chiffres, des titres de propriété, des manoirs en bord de mer, des appartements de luxe à New York, même une petite île privée dans les Caraïbes. Chaque document portait le nom de mon père, Benson Miller, clairement tamponné par les autorités légales. Mes mains tremblaient de plus en plus à chaque page. J'étais sans voix, abasourdi. Le simple père qui m'avait appris à économiser chaque centime, qui s'était présenté à mon mariage avec des chaussures usées, était à la tête d'une fortune aussi colossale. Ma tête tournait. Le monde familier que je connaissais venait de basculer en quelques minutes. Papa, qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment? Je me suis levé brusquement, à peine capable de former une phrase, la voix craquant alors que le sol semblait s'effondrer sous mes pieds. Papa a observé ma réaction, un doux sourire aux lèvres, mais les yeux profonds de sens, comme s'il attendait ce moment depuis des années. Il a penché la tête et a demandé légèrement, « Alors, tu ne penses plus que ton vieux père n'est qu'un fermier fou et ignorant, n'est-ce pas ?» Il y avait de l'humour dans sa voix, mais elle portait un poids profond. Je l'ai regardé, la bouche ouverte, sans voix. Mon père, un milliardaire. La pensée se répétait, me donnant le vertige. Il m'a fait signe de respirer, de me calmer avant que l'émotion ne m'emporte complètement. Puis il a rapproché sa chaise et a posé une main ferme sur mon épaule, m'ancrant à la réalité. « Assieds-toi, mon fils », a-t-il dit lentement et fermement. « À partir de maintenant, je vais tout te raconter depuis le tout début. À propos de ta mère, du véritable héritage qu'elle a laissé, et pourquoi j'ai dû cacher tout ça pendant toutes ces années. » La lumière du feu dansait sur son visage buriné, soulignant les rides profondes d'une vie d'endurance et de sacrifice. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'être sur le point d'entrer dans un tout nouveau chapitre de ma vie, un chapitre dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Toutes ces années, je pensais tout savoir de mon père, l'homme simple et frugal qui m'avait toujours appris que la vie, c'est travailler dur et aimer sa famille. Maintenant, tout avait été bouleversé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me ressaisir. « Papa, dis-moi tout. Je suis prêt à écouter. » Il a hoché la tête, les yeux se perdant dans le feu comme s'il feuilletait les pages jaunies de ses souvenirs. Sa voix était lente, basse et riche d'émotions, comme une rivière traversant les hauts et les bas d'une vie. « Tout a commencé quand ta mère est décédée, » a-t-il commencé, la voix tremblant légèrement. « Tu n'avais que 3 ans, Clark. Ta mère, Evelyn, est morte dans un accident de voiture un après-midi pluvieux. Elle rentrait du marché en voiture et n'est jamais revenue. » Il a fait une pause, ses yeux s'embuaient. Je pouvais voir que la vieille douleur était toujours là, même après plus de 2 décennies. Mes souvenirs de maman sont vagues, une femme douce aux longs cheveux bruns qui me chantait des berceuses pour m'endormir. Mais ils ressemblent à des photographies délavées dans un album de famille. Papa a baissé les yeux sur ses mains. J'étais anéanti, mon fils. Les premières nuits après son départ, je ne pouvais pas dormir. Je restais juste allongé à fixer le plafond, sentant que ma vie s'était terminée avec elle. Il a levé les yeux vers moi, son regard s'adoucissant. Mais ensuite je t'ai regardé, un petit garçon de 3 ans qui pleurait sa maman, et j'ai su que je devais continuer à vivre. J'ai décidé de t'élever seul. Je ne me suis jamais remarié parce que j'avais peur que tu manques d'amour, peur que tu sois blessé, peur que tu penses que j'avais oublié ta mère. Alors, je suis resté célibataire et j'ai essayé d'être à la fois père et mère pour toi. J'écoutais, le cœur serré. Je n'avais jamais su à quel point il avait souffert. Toutes ces années, il m'avait souri, m'avait raconté des histoires heureuses sur maman. Maintenant, je réalisais que derrière chaque sourire se cachait une solitude insupportable. Comment as-tu surmonté ça? Ai-je demandé d'une voix faible.
Il a eu un sourire triste. En me concentrant sur toi. Je me suis usé à la tâche à la ferme. J'ai économisé chaque centime pour que tu puisses avoir une éducation. Mais, mon fils, même si ta mère nous a quittés trop tôt, elle nous a laissé à tous les deux un héritage considérable de ses parents. Il a fait une pause, observant pour s'assurer que je suivais. Tes grands-parents maternels possédaient un petit atelier de fabrication à la périphérie de la Californie. Ils ont laissé de l'argent, plusieurs centaines de milliers de dollars, plus de vieilles actions de sociétés locales et quelques biens immobiliers ruraux. Ce n'était pas une fortune immense, mais c'était assez pour construire un avenir solide. Après la mort de ta mère, j'ai reçu cet héritage et j'ai décidé de ne pas le gaspiller. J'ai pensé, c'est le dernier cadeau de ta mère. Il doit te protéger. Mes yeux se sont écarquillés en essayant d'imaginer la scène. Nous avions toujours vécu frugalement, mangeant des légumes du potager, portant des vêtements de seconde main, conduisant ce vieux camion déglingué. Je n'avais jamais osé imaginer que ma mère avait en fait laissé derrière elle une fortune importante. Alors, qu'as-tu fait de l'argent, ai-je demandé, brûlant de curiosité. Papa a soupiré, une lueur nostalgique dans les yeux. Dans les années qui ont suivi, je me suis discrètement appris à investir, mon fils. À partir du montant modeste que ta mère a laissé, j'ai décidé de faire quelque chose à long terme. Je suis allé à la bibliothèque et j'ai emprunté des livres de finance, L'investisseur intelligent, Père riche, Père pauvre, et je suis resté éveillé tard chaque nuit pour étudier après que tu te sois endormi. Je n'avais personne à qui demander conseil. J'ai simplement tout compris page par page. Il s'est penché vers moi, la voix devenant plus animée. J'ai commencé à acheter des actions technologiques quand presque personne n'y croyait. Apple alors qu'ils étaient encore en difficulté, Microsoft à ses débuts. Puis j'ai discrètement acheté des terrains bon marché en banlieue que personne d'autre ne voulait, les conservant et attendant. J'ai même mis de l'argent dans de petits fonds de démarrage, de jeunes entreprises technologiques que je croyais vouées à exploser. C'était un pari, mais j'avais la foi. Il a raconté l'histoire en détail, les yeux brillants comme s'il revivait ses jours. Je l'imaginais à la vieille lampe de bureau, des cahiers remplis de gribouillages et un ordinateur ancien. Parfois, j'ai fait d'énormes gains, a-t-il souri. Comme lorsque les actions technologiques ont explosé dans les années 2000. Mon compte est monté en flèche en quelques mois, passant de centaines de milliers à des millions. Je me souviens de m'être réveillé un matin, d'avoir vérifié le solde et d'avoir failli tomber. Je pensais que j'avais réussi. Mais la vie n'est pas toujours facile. Il y a eu des moments où j'ai perdu lourdement. Presque la moitié de tout ce que j'avais construit. Comme pendant le crack des .com, j'ai investi de l'argent dans de nouvelles entreprises Internet en pensant qu'elles changeraient le monde. Puis la bulle a éclaté et les actions se sont effondrées. J'ai perdu des centaines de milliers, ne me retrouvant qu'avec juste assez pour recommencer. Ces nuits-là, je m'asseyais seul, me demandant si j'avais été trop imprudent. J'écoutais, au bord de mon siège, comme si c'était un film. Comment te sentais-tu alors? Ai-je murmuré, les poings serrés. Papa a secoué la tête avec un sourire triste. Ça fait mal, mon fils. Je pensais à toi, à notre avenir, et j'étais terrifié de tout perdre. Il a fait une pause, puis a continué, la voix lente mais résolue. Mais ces échecs m'ont rendu plus prudent. J'ai étudié la finance encore plus en profondeur, lisant le Wall Street Journal tous les jours, suivant l'actualité économique, rejoignant même discrètement des forums en ligne pour apprendre des autres. Je restais éveillé toute la nuit à faire des recherches sur les marchés, à analyser des graphiques, à apprendre sur les risques et la protection du capital. Finalement, après des décennies de patience et de pas réguliers, sa fortune a crû de manière exponentielle, passant de millions à des dizaines de millions, puis à des centaines de millions, et maintenant, la valeur nette totale de mon père dépassait $1 milliard. J'étais assis, figé, essayant de digérer l'information. Papa, l'homme en vieille chemise conduisant un camion rouillé était un milliardaire. Pourquoi m'as-tu caché ça, papa? Ai-je demandé, la voix tremblante. Il m'a regardé pendant un long moment, puis a parlé lentement, la voix profonde et lourde de sens. Je l'ai caché. Parce que je voulais que tu grandisses normalement. Clark, j'ai délibérément vécu comme un homme pauvre. Vieux vêtements, vieille voiture, pas d'étalage pour que l'argent ne te corrompe pas. J'ai vu trop d'enfants riches ruinés par l'excès, et j'étais terrifié que tu deviennes comme ça. Je voulais seulement que tu gardes ta gentillesse, ton honnêteté et ton amour pour la famille.
Il a posé sa main calleuse sur la mienne, la serrant doucement pour souligner chaque mot. Si tu avais su que j'étais riche, tu serais peut-être devenu dépendant ou arrogant. Et je ne voulais pas te perdre à cause de la corruption de l'argent. Je voulais que tu grandisses par tes propres forces, exactement comme je te l'ai appris quand tu étais petit. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Je me suis souvenu de ces leçons. L'argent va et vient, mon fils, mais le caractère dure toujours. Maintenant, je comprenais pourquoi il était si strict sur l'argent. Pourquoi nous vivions simplement. Ce n'était pas la pauvreté. C'était une leçon de vie. Il a continué, la voix nouée par l'émotion. Et aujourd'hui, en te voyant me défendre devant tous ces gens de la haute société, j'ai su que mon fils avait grandi exactement comme je l'espérais. Tu as gardé ton bon cœur malgré toutes les tentations, la gloire, l'argent des Ellington. Ce moment m'a décidé à tout révéler. Tu as prouvé que tu es digne de la vérité et du pouvoir qui accompagne cette fortune. Les larmes ont roulé sur mes joues. Combien papa avait sacrifié pour m'élever, n'est-ce pas? Il m'a tendu une petite clé, la clé du coffre contenant les documents originaux, et a dit, je te donne le contrôle total de cette fortune. Utilise-la, mon fils. Utilise-la pour reconquérir notre dignité, notre justice, et tout ce dont nous avons été dépouillés en ce jour de mariage humiliant. Je te fais confiance pour le faire. Je l'ai serré dans mes bras, trop ému pour parler. Cette nuit-là, mon monde a changé pour toujours. Je n'étais plus seulement Clark, l'ouvrier d'entrepôt. J'étais l'héritier d'un empire caché avec pour mission de faire payer ceux qui nous avaient humiliés. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une étrange sensation. Mon corps était toujours celui du vieux Clark Miller, mais à l'intérieur se trouvait un nouvel homme rempli de détermination et de pouvoir. La petite maison de mon père n'était plus seulement un humble refuge. C'était devenu le quartier général secret de notre plan. Nous nous sommes assis autour de la vieille table de cuisine en bois, la vapeur s'élevant des tasses de café noir fort, et avons commencé à tout planifier. Papa, avec des décennies d'expérience en investissement, m'a guidé pas à pas, nous ne pouvons pas encore montrer notre jeu, a-t-il dit, la voix calme mais tranchante comme un rasoir. Nous devons rester discrets, mon fils. Créer un fonds d'investissement anonyme. Aucune trace de nos identités. J'ai hoché la tête, le cœur battant d'excitation. Nous avons immédiatement créé le fonds nommé Miller Holdings LLC, mais l'avons enregistré par le biais de sociétés écrans dans le Delaware, où la loi protège l'anonymat des propriétaires. Papa m'a montré comment transférer de l'argent de ses comptes cachés, et en quelques jours, le fonds disposait de dizaines de millions de dollars prêts à être déployés. Nous avons commencé à acheter discrètement des actions du groupe Ellington auprès d'actionnaires minoritaires mécontents. Je me souviens encore de ces premiers appels. Par le biais d'intermédiaires, nous avons contacté des investisseurs individuels en bourse, achetant de petits lots pour ne pas attirer l'attention. Achète lentement, mon fils. Ne te précipite pas, m'a rappelé papa, les yeux brillants d'une sagesse chevronnée. J'ai engagé une équipe financière discrète, des experts indépendants de petites entreprises de San Francisco, liés par des accords de non-divulgation en béton. Ils ont fouillé dans les flux de trésorerie du groupe Ellington, les rapports financiers publics, les chaînes d'approvisionnement et ont plongé dans les registres de dépenses. En même temps, nous avons recueilli des témoignages d'anciens employés qui avaient été injustement licenciés. Je les ai personnellement appelés sous un faux nom, écoutant leurs histoires amères. Brantley m'a viré parce que j'ai refusé de cacher ses dépenses personnelles, a dit l'un d'eux, la voix tremblante. Il utilisait l'argent de l'entreprise pour acheter des cadeaux à sa maîtresse. Ces indices se sont accumulés comme les pièces d'un sombre puzzle. À partir de là, nous avons découvert les malversations financières de Brantley Ellington. Mon équipe a approfondi les données et a trouvé des caisses noires, de l'argent intraçable utilisé pour des pots de vin, des voyages de luxe personnels payés sur les comptes de l'entreprise, des rénovations de villas privées, et le clou du spectacle, des transferts secrets à une jeune femme. Une preuve claire d'une liaison et d'une maîtresse entretenue. J'étais assis dans la petite pièce, fixant l'écran, les mains tremblantes en lisant le rapport. Des milliers de dollars par mois sur son compte, plus des factures d'hôtel et des cadeaux coûteux. Papa, c'est la preuve irréfutable, ai-je murmuré, la voix nouée de rage. Papa a hoché la tête, les yeux glacials. Mon fils, il est temps de passer à l'action. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'être dans un film d'espionnage. Nerveux, excité, vivant. Nous étions devenus un actionnaire majeur sans que personne ne le sache,
détenant environ 20% de la société par le biais de comptes cachés. Lorsque nous avons été assez forts, nous avons exigé une enquête indépendante sur la gouvernance d'entreprise et les flux de trésorerie du groupe Ellington. Par l'intermédiaire d'un avocat anonyme, nous avons envoyé une lettre au conseil d'administration demandant un audit par un tiers. Ils ne le verront jamais venir, a dit papa avec un sourire ironique. Et ils ne l'ont pas vu. Lorsque la nouvelle de l'enquête a fuité, probablement par un initié mécontent, la presse s'est jetée dessus. Le Wall Street Journal et Bloomberg ont titré « Le groupe Ellington fait face à des allégations de fraude financière ». Les chaînes financières comme CNBC ont consacré des segments entiers à décortiquer l'affaire. La réputation du groupe Ellington s'est effondrée en quelques heures. Les principaux clients, les partenaires commerciaux ont appelé, exigeant des explications et menaçant de rompre les contrats. Les employés ont paniqué. Des rumeurs de scandale ont circulé et les lettres de démission ont afflué. J'ai tout regardé sur mon écran, le pouce accélérant. Il panique maintenant, papa. La famille Ellington a réagi exactement comme nous l'avions prédit, furieusement. Brantley a fulminé lors d'une conférence de presse d'urgence, le visage violet, frappant la table. C'est une campagne de diffamation vicieuse. Nous poursuivrons quiconque est derrière ça. Il a engagé des avocats et des détectives privés pour traquer le cerveau de l'opération. Marcos, le petit frère arrogant, s'est déchaîné sur X et LinkedIn, vociférant « C'est du sabotage économique par nos ennemis. Le groupe Ellington ne tombera pas. » Il postait sans arrêt, implorant du soutien, mais n'a reçu que des moqueries en commentaire. Brantley a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration, mais l'atmosphère est devenue de plus en plus toxique. Ils étaient assis autour de la table polie au siège social, se criant dessus, ignorant qui avait déclenché l'enquête ou quel actionnaire majeur la demandait. Qui est derrière ça? Comment avons-nous pu ne pas le savoir, a rugi Brantley en frappant la table. Les dirigeants se sont regardés, confus. Lorsque les auditeurs indépendants ont présenté leur rapport préliminaire, les dépenses sales se sont étalées sur la table. Caisse noire, frais personnels, paiement à une maîtresse. Les actionnaires ont explosé, frappant la table. Brantley, expliquez-nous ça maintenant. C'est notre argent, pas le vôtre. Certains ont exigé sa destitution immédiate, la voix tremblante de fureur. Plusieurs actionnaires ont appelé à un vote de défiance, tandis que les principaux médias couvraient sans relâche les scandales financiers et personnels de Brantley. Forbes, le président du groupe Ellington accusé de liaison et d'abus de fonds d'entreprise. Élise et Lassie se sont barricadées dans le manoir, trop honteuses pour sortir, alors que les paparazzi campaient devant les portes, criant des questions. L'action du groupe Ellington a chuté pendant 3 jours consécutifs. J'ai regardé le graphique sur mon écran, le cœur battant, passer de $50 à $30, puis à $20 par action. Les petits actionnaires ont paniqué et ont liquidé leurs parts, saisissant le moment où notre fonds a lancé une offre de rachat, proposant d'acheter les actions de contrôle au prix de liquidation de seulement $15 chacune. Alors que le marché était en plein chaos, les investisseurs terrifiés ont vendu en masse pour limiter leurs pertes, nous transférant la propriété sans jamais connaître le véritable acheteur. Ils tombent droit dans le piège, a murmuré papa, les yeux flamboyants. Brantley a désespérément appelé de vieux amis investisseurs, implorant un sauvetage, promettant des rendements énormes, mais personne ne voulait y toucher avec le scandale partout. Désolé, Brantley, ton action est trop toxique en ce moment, a dit un vieil ami avant de raccrocher. Il était assis seul dans son bureau, pâle et en sueur. En quelques semaines seulement, le groupe Ellington a plongé dans une crise totale. Réputation en lambeaux, finances drainées, actions en chute libre. Le contrôle glissait discrètement entre les mains de l'actionnaire mystérieux qu'il n'avait toujours pas identifié. Moi, Clark Miller. J'étais assis dans la petite maison de mon père, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur, le cœur battant comme des tambours de guerre. Les dernières semaines avaient été un tourbillon. Des appels tardifs avec l'équipe financière. Des nuits blanches à éplucher des données. Et maintenant, le coup de grâce était presque là. Papa était assis à côté de moi, sa tasse de café refroidie depuis longtemps, les yeux brillants d'une résolution d'acier. Mon fils, il est temps que nous les affrontions, a-t-il dit, la voix basse et chaleureuse, mais pleine de détermination. Nous avions obtenu 51% des actions grâce à notre fonds anonyme. Le contrôle total. Après les scandales sans fin, les caisses noires, les liaisons, les abus financiers, le groupe Ellington n'avait plus le choix.
Ils ont été contraints d'accepter notre offre de rachat de sauvetage. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée à leur siège social en Californie, attirant des centaines d'actionnaires, de journalistes et de partenaires commerciaux. Le jour J est arrivé. Nous nous y sommes rendus en voiture. La brise marine salée de Californie soufflant par les fenêtres. Mon cœur s'emballait, mes mains agrippant le volant. Nerveux, Clark? Tu as peur de quelque chose, a demandé papa. J'ai secoué la tête. Pas peur, papa. Juste excité. Ils nous ont traités comme des ordures. Maintenant, ils vont voir. Il a posé une main sur mon épaule. Souviens-toi, mon fils, pas de vengeance aveugle. La justice. Ces mots m'ont calmé, mais au fond de moi, la colère brûlait encore. Les souvenirs des rires se moquant de mon père. La gifle de la scie. Les ricanements de Marcos. C'était le moment de tout reprendre. Le siège du groupe Ellington était bondé. Des centaines d'actionnaires s'entassaient dans la grande salle de conférence, les chuchotements bourdonnant comme une ruche dérangée. Des journalistes du Wall Street Journal, de Forbes, et même de CNN alignaient caméras et microphones. Les principaux partenaires commerciaux étaient assis au premier rang, les visages tendus à cause des contrats en suspens. L'air était épais de café et de sueur nerveuse. Nous attendions dans une salle attenante, captant des bribes de bruit. La secrétaire du conseil d'administration, une femme d'âge mûr que nous avions contactée plus tôt, a chuchoté au téléphone, « Tout est prêt ». Mon pouce est accéléré. C'était comme être au bord d'une falaise, sur le point de sauter. Brantley Ellington est apparu le premier, montant sur scène avec un visage tendu et des cernes sombres sous les yeux, fruit de nuit blanche. Il essayait de maintenir son autorité habituelle, son costume noir brillant, mais ses mains tremblaient en tenant le microphone. Élise a suivi, tentant l'élégance avec ses cheveux en chignon haut et son collier de diamants, mais incapable de cacher son épuisement. Joues creuses, yeux rouges. Lassie traînait derrière, la tête baissée, les cheveux en désordre, n'étant plus l'héritière posée, elle avait l'air épuisée, comme si le scandale lui avait aspiré la vie. Marcos est entré en trompe derrière eux, le visage tordu de rage, agrippant son téléphone comme s'il était prêt à poster une autre diatribe. La réunion a commencé. Brantley a bégayé à propos d'une crise temporaire et de plans de redressement. Puis la secrétaire du conseil s'est avancée et a annoncé au micro, « Mesdames et messieurs, le fonds d'investissement anonyme, actuellement actionnaire majoritaire, nous a informé que son plus haut représentant assistera personnellement à la réunion pour annoncer la transaction. » La salle a éclaté en chuchotements. Qui est-ce? Un milliardaire secret, a murmuré un actionnaire. Un concurrent hostile, a deviné un autre. Les journalistes ont levé leurs enregistreurs, les yeux brillants d'anticipation. La tension était suffocante. Tout le monde spéculait sur le cerveau derrière la prise de contrôle. Brantley a essuyé la sueur de son front, le visage pâle, forçant un sourire. Nous leur souhaiterons la bienvenue et discuterons équitablement. Les portes se sont ouvertes et nous sommes entrés. J'ai avancé le premier, papa juste derrière moi, nos pas fermes sur le parquet poli. Instantanément, de nombreux actionnaires ont semblé perplexes, chuchotant, qui sont-ils? Jamais vus auparavant. Mais les Ellington se sont figés, les yeux écarquillés d'horreur, puis se sont tordus dans un rire moqueur, pensant que c'était une blague. L'acier a couvert sa bouche, le visage blanc comme un linge. Élise a secoué la tête, la voix perçante. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi sont-ils ici? Marcos s'est levé d'un bond, pointant droit sur moi, le visage cramoisi. Qu'est-ce que des moins que rien comme vous font ici? C'est une assemblée d'actionnaires, pas votre entrepôt. Sa voix résonnait du même mépris que le jour du mariage. Brantley a froidement ordonné à la sécurité, sortez-moi ces bons à rien d'ici. On perd notre temps. Les gardes se sont avancés, mais je suis resté immobile, les balayant froidement du regard. Mon cœur battait la chamade, mais je n'avais pas peur. C'était le moment que j'attendais. La secrétaire du conseil a immédiatement déclaré dans le microphone, sa voix résonnant clairement, « Mesdames et messieurs, Monsieur Clark Miller et Monsieur Benson Miller sont les représentants légaux du fonds d'investissement anonyme, l'actionnaire majoritaire détenant 51% du groupe Ellington. » La salle entière est tombée dans un silence de mort, comme si elle avait été arrosée d'eau glacée. Quelques secondes de stupeur, puis une explosion de halètements et de murmures. Les flashs des appareils photo ont crépité sans arrêt. Le son des obturateurs a rempli l'air.
Les actionnaires qui avaient vendu à notre fonds sont devenus pâles, la bouche bée, réalisant que les personnes dont ils s'étaient moqués au mariage étaient maintenant leurs nouveaux propriétaires. C'est le père et le fils du mariage, a chuchoté quelqu'un. Mon Dieu, ils ont pris le contrôle. Je suis resté là, regardant droit dans les yeux de Brantley, une vague de satisfaction me submergeant. Brantley est devenu livide, perdant le contrôle et criant son déni, impossible. C'est un complot, une fraude. Je vous poursuivrai tous les deux. Sa voix s'est brisée, son visage s'est déformé. Élise a chancelé comme si elle allait s'évanouir, s'agrippant à une chaise, les yeux vitreux de choc. L'acier a couvert sa bouche, les larmes coulant, incapable de le croire. Clark, comment as-tu pu? C'est toi qui étais derrière tout ça. Marcos s'est rué sur moi, les poings levés, rugissant, tu as trahi notre famille. Tu as osé nous humilier devant le monde entier, espèce de salaud. La sécurité l'a attrapé et l'a repoussé, transformant la salle en chaos, avec des cris, des chaises qui raclent, des journalistes qui se bousculent pour prendre des photos. Je suis monté calmement sur la scène, la voix ferme. Notre fonds a finalisé l'acquisition de la participation majoritaire. À compter d'aujourd'hui, le contrôle opérationnel me revient. J'ai présenté brièvement les faits, comment nous avions sauvé l'entreprise de l'effondrement, notre plan de redressement. De nombreux actionnaires se sont levés et ont applaudi, hochant la tête en signe d'approbation. L'un d'eux a même crié son soutien. Les journalistes ont filmé sans arrêt, immortalisant ce moment historique. Brantley a tenté une dernière résistance désespérée, le visage violet, le doigt pointé sur moi. Vous avez tout manipulé. Vous avez détruit mon entreprise. C'est un crime. Mais j'ai seulement souri froidement et j'ai exposé les preuves. Caisse noire, paiement à sa maîtresse, des preuves irréfutables. C'est ce que vous avez fait, Brantley. Je n'ai rien détruit. Vous avez creusé votre propre tombe. La salle a éclaté d'indignation. Démettez-le de ses fonctions. Il ne peut plus diriger une seconde de plus. La réunion s'est terminée dans le pandémonium. Les Ellington ont été dépouillés de toute autorité. Brantley a été traîné hors de la scène sous les huées. Élise sanglotait. Lassie s'effondrait sur une chaise, Marcos maîtrisé par la sécurité. J'ai été officiellement élu président par intérim sous un tonnerre d'applaudissements. Clark et Benson Miller sont sortis de la salle sous une tempête de flash. Désormais les nouveaux propriétaires incontestés de l'empire qui les avait autrefois humiliés. À cet instant, les flashs illuminant mon visage, j'ai senti chaque fardeau se soulever de mes épaules. Papa a pris ma main, souriant avec fierté. Mais le voyage n'était pas terminé. Ce n'était que le début de leur chute complète. Je suis sorti du bâtiment du siège du groupe Ellington, le soleil éclatant de Californie me frappant au visage. Mais à l'intérieur de moi faisait rage une tempête d'émotions. Mon père marchait à mes côtés, sa main agrippant fermement mon épaule comme pour me maintenir stable au milieu de la foule pressante. Les journalistes grouillaient comme des abeilles, tendant leurs microphones, les questions arrivant en torrent. Monsieur Miller, un commentaire sur cette prise de contrôle? Était-ce une vengeance personnelle? Les flashs des appareils photo explosaient sans arrêt, m'aveuglant, mais je suis resté calme et j'ai esquissé un léger sourire. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour le groupe Ellington. Nous opérons avec transparence et équité. Papa n'a rien dit, se contentant de hocher la tête à la presse, ses yeux profonds comme l'océan. Nous sommes montés dans la voiture, le moteur a vrombit et nous nous sommes éloignés à toute vitesse du chaos. Mon cœur battait encore la chamade, non pas de peur, mais de la pure satisfaction de tout cela. Ce moment où j'ai vu Brantley être emmené de force, son visage tordu de choc et de fureur. J'ai senti le rocher qui pesait sur moi depuis des mois enfin rouler de ma poitrine. Mais je savais que ce n'était pas la fin. La tempête médiatique ne faisait que commencer. Dans les heures qui ont suivi l'assemblée des actionnaires, la presse a explosé comme une bombe. Les titres se sont répandus sur Internet. L'empire Ellington saisi par un actionnaire mystère, Wall Street Journal. Des scandales éthiques font tomber une dynastie du pouvoir, Forbes. D'innombrables articles sur CNN, Bloomberg, et plus encore. Ils ont disséqué chaque détail. Les caisses noires de Brantley, la liaison, et mon apparition soudaine. L'ouvrier d'entrepôt autrefois humilié à son propre mariage est maintenant le nouveau patron. Les réseaux sociaux ont explosé. #chute Ellington est devenu une tendance du jour au lendemain.
J'étais assis devant l'ordinateur de papa, faisant défiler les articles, une douleur douce amère dans la poitrine. Du jour au lendemain, le nom Ellington était tombé des sommets de la haute société pour devenir la risée du public. Je me suis souvenu du jour du mariage, comment ils avaient ri de mon père comme s'il était un mendiant, et maintenant il goûtait à la même humiliation. Tu vois, mon fils, a chuchoté papa à côté de moi. La justice finit toujours par arriver, même si elle est tardive. Brantley a été immédiatement placé sous enquête. Les organismes de réglementation, la SEC, le FBI, se sont saisis de l'affaire, armés des preuves que nous avions fournies. La presse a exposé chaque dépense sale. Des jets privés payés avec l'argent de l'entreprise, des pots de vin somptueux déguisés en cadeaux, et surtout les paiements à sa jeune maîtresse, à peine plus âgée que Lassie. Des photos volées de leurs rencontres secrètes ont fait surface, ainsi que des virements bancaires mensuels de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Brantley Ellington, de magnate à escroc, titrait le New York Times. Il a perdu toute crédibilité auprès du public et de ses partenaires. D'anciens investisseurs se sont détournés. Les contrats commerciaux ont été annulés en masse. Élise a fait face à une violente réaction de la part du cercle de l'élite mondaine. D'anciennes amies qui l'adulaient autrefois la déchiraient maintenant en ligne. Laisser un tel scandale se produire dans sa propre maison. Quelle honte, a posté l'une d'elles, et le message s'est répandu comme une traînée de poudre. Les marques de luxe Chanel et Louis Vuitton ont immédiatement rompu les liens et annulé les événements caritatifs qu'elles présidaient. Élise, la femme qui avait autrefois ricané que mon père était bien trop modeste, se cachait maintenant dans son manoir, évitant toutes les fonctions sociales. Les paparazzi campaient devant les portes, prenant des photos d'elle à travers les fenêtres, hagarde et brisée. Marcos, le petit frère arrogant, a vu ses anciennes vidéos être déterrées. Des extraits de lui exhibant des yachts et des supercars tout en se moquant des pauvres. Des pecnos comme ça ne sont bons qu'à être des serviteurs. Ces vidéos sont devenues virales sur TikTok et Reddit. Il est devenu la risée de tous. L'héritier sans talent du groupe Ellington montre son vrai visage. Des mèmes ont inondé Internet. Ces messages d'excuses désespérés ont été noyés sous les moqueries. Il avait autrefois traité mon père d'ordure de la campagne. Maintenant, c'était lui que la société avait rejeté. J'ai observé de loin, nerveux, oui, mais satisfait. Pas une joie malveillante, mais le sentiment que justice était rendue. Lassie a subi l'humiliation publique la plus sévère. La vidéo du mariage où on la voyait rire de mon père a été montée et associée à des images d'elle sanglotant à l'assemblée des actionnaires, devenant un mème viral. De la moquerie des autres à l'effondrement en larmes, la vie vous rattrape vite. De vieilles amies l'ont abandonné. Son compte Instagram a été fermé à cause des commentaires haineux. La famille Ellington, autrefois l'élite intouchable de Californie, est devenue l'épave d'un empire déchu. La société leur a tourné le dos. Les médias ont disséqué leur vie privée. Les amis ont fui comme la peste. Leur honneur a été réduit en miettes. Toutes les portes du pouvoir se sont refermées. Plus d'invitations. Plus de contrats, seulement l'isolement à l'intérieur d'un manoir qui ressemblait maintenant à une prison. Alors que les Ellington se noyaient dans le chaos, leur réputation en lambeaux et leur ancien système s'effondrant avec eux, j'ai réalisé que c'était le moment d'agir, de sauver l'entreprise des ruines qu'ils avaient laissées derrière eux. En tant que président par intérim, je ne pouvais pas laisser le groupe Ellington faire faillite. Des milliers d'employés en dépendaient, et je n'étais pas un destructeur. Je suis entré dans le bureau du président, l'immense pièce avec une vue panoramique sur la ville où Brantley s'était autrefois assis avec arrogance, et je me suis mis au travail. Papa me conseillait à distance par téléphone, reconstruis-la, mon fils, mais fais-le de manière juste et transparente. Mon cœur battait la chamade de responsabilité, mais aussi d'excitation à cette opportunité. J'ai nommé une nouvelle équipe de direction par intérim, écartant tous les fidèles de Brantley impliqués dans les malversations. Les directeurs qui cachaient les caisses noires, les assistants qui restaient silencieux. Je les ai licenciés de manière décisive lors de réunions tendues où ils suppliaient, « Monsieur Miller, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. » J'ai secoué la tête. L'entreprise a besoin de gens honnêtes. J'ai fait appel à de nouveaux experts éthiques en finance et en audit de cabinets réputés. Ils sont arrivés avec une nouvelle énergie et l'espoir a commencé à renaître. J'ai ordonné un audit complet de haut en bas, chaque contrat, chaque dollar. Tard dans la nuit au bureau, sous des lumières vives, mon équipe et moi étions assis autour de la table. Ce projet perd de l'argent. Coupez-le, ai-je dit fermement, en regardant les rapports.
J'ai éliminé les projets vaniteux et dispendieux de Brantley et j'ai préservé les fondations solides, les divisions technologiques et immobilières avec un réel potentiel. Mon cœur s'accélérait à chaque nouvelle découverte de méfaits, mais aussi d'excitation face aux possibilités. Cette entreprise peut se relever, pensais-je, la voix assurée. J'ai publié publiquement les résultats complets de l'audit à tous les actionnaires. Une décision qui a choqué le marché. Au lieu de me cacher comme Brantley, j'ai tenu une conférence de presse et me suis tenu au micro. Nous nous engageons à la transparence. Voici le rapport complet. Pas de dissimulation. L'action s'est stabilisée. Les investisseurs ont appelé pour nous féliciter. Le marché a recommencé à faire confiance à l'entreprise sous une nouvelle direction, et je me sentais fier, non pas pour le pouvoir, mais pour avoir fait ce qui était juste. Les employés qui avaient vécu dans la peur sous l'ancienne culture toxique ont commencé à respirer plus facilement lors des réunions. Ils m'ont dit, sous Brantley, nous avions peur de dire la vérité. Certains ont même pris la parole. Pour la première fois, nous nous sentons écoutés, Monsieur Miller. J'ai organisé des forums ouverts, écouté leurs idées, et la culture d'entreprise est passée de la peur à la collaboration. Mon cœur s'est réchauffé en les voyant sourire. C'était comme construire une nouvelle famille. Le ton des médias a également changé. Une nouvelle aube pour le groupe Ellington, Bloomberg. Renaître de ses cendres, CNBC. Clark Miller est devenu une sensation dans le monde des affaires. Des interviews constantes, des portraits louant l'ouvrier d'entrepôt devenu PDG. J'ai souri pour moi-même, me souvenant de l'époque où il me méprisait. Pendant ce temps, les Ellington étaient complètement rejetés par la société. Ils se barricadaient dans leur manoir, porte close, évitant la presse et les anciens amis par honte et perte totale de statut. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ils vendaient des actifs pour payer leurs dettes. Brantley risquait la prison. Je ne me réjouissais pas, je sentais juste que la justice était rendue. Je me tenais devant l'immense bail vitré du bureau du président, regardant le bâtiment du groupe Ellington, où ils avaient autrefois ri de moi, méprisé mon père et nous avaient traités comme des ordures devant leur foule d'élite. Il y a quelques mois à peine, j'avais été humilié dans ce même hall d'entrée. Mais maintenant, l'empire tout entier m'appartenait. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé papa. À l'autre bout du fil, sa voix familière, chaude et profonde. J'ai dit doucement, en regardant toujours le logo Ellington loin en dessous, « Papa, on a réussi. » Il y a eu un bref silence. Puis son rire doux a retenti. « Je suis plus fier de toi que jamais, Clark. » Le bureau du président était vaste, avec un bureau en noyer poli et une vue panoramique sur la ville animée, maintenant mon domaine. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, illuminant les piles de papier sur le bureau, rapports financiers, nouveaux contrats et plans pour l'avenir. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir moelleux, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai eu l'impression de vivre un rêve. Il y a quelques mois à peine, j'étais un ouvrier d'entrepôt méprisé. Maintenant, j'étais Clark Miller, président d'une société en pleine ascension. Mais je savais que rien de tout cela n'avait été facile. Après avoir survécu à la crise initiale, ces premières semaines chaotiques de chute des cours de l'action et d'employés paniqués, je me suis jeté à corps perdu dans la reconstruction de l'entreprise avec une détermination acharnée. Il n'y avait pas de temps pour célébrer ou se reposer. Je me suis plongé dans le travail comme un ouragan. D'abord, il a fallu renégocier les contrats stratégiques. J'ai contacté les partenaires qui avaient abandonné le groupe Ellington à cause des scandales de Brantley. De grandes entreprises de la Silicon Valley, des fonds d'investissement de New York. Nous changeons, leur ai-je dit lors de réunions vidéo, la voix ferme mais sincère. La transparence est notre priorité absolue. Donnez-nous une chance de le prouver. Ils étaient hésitants au début, mais avec les conseils discrets et affûtés de papa, je les ai convaincus. Il appelait tous les soirs pour analyser les données. Mon fils, ce contrat a une faille dans la clause de paiement. Renégocie-le. Il n'est jamais apparu en public, mais ses conseils étaient ma boussole. Grâce à lui, nous avons signé un accord avec une grande start-up technologique, apportant des dizaines de millions de capitaux frais. Je me souviens encore du moment où j'ai signé ce premier contrat. Ma main tremblait légèrement sur le stylo, le cœur battant d'excitation. C'est le tournant, pensais-je. Et ce fut le cas. L'entreprise a recommencé à croître. Le bénéfice du premier trimestre a largement dépassé les attentes du marché, passant de lourdes pertes à un bénéfice net de 20%.
L'action a commencé à grimper d'un minimum de $10 à $40 en seulement 3 mois. La réputation qui avait été perdue est lentement revenue. Les clients appelaient pour nous féliciter. Les employés souriaient en me voyant dans les couloirs. Les magazines d'affaires publiaient des articles en continu sur le phénomène Clark Miller. Le jeune homme autrefois humilié par sa quasi-belle famille dirigeait maintenant l'une des entreprises de Californie qui se redressait le plus rapidement. J'ai ouvert Forbes sur mon bureau et j'ai vu le long article avec ma photo devant le siège social. De l'entrepôt au bureau du président, l'histoire inspirante de Clark Miller. Il racontait mon parcours, du mariage brisé à la prise de contrôle choc. Chaque article était comme un baume. Excitant mais aussi source d'humilité. Papa les lisait au téléphone, la voix chaleureuse. Tu as bien fait, mon fils. Mais garde les pieds sur terre. Ces mots me stabilisaient au milieu du tourbillon de la célébrité. Une fois les fondations solides, les bénéfices stables, les employés fidèles, j'ai décidé d'organiser une cérémonie de changement de nom, effaçant officiellement le souvenir du groupe Ellington. C'était une belle matinée dans le grand auditorium de l'entreprise, rempli de centaines d'actionnaires et de partenaires. L'air bourdonnait d'anticipation, de chuchotement, l'odeur du café frais mêlée à celle des parfums coûteux. Je me tenais sur la scène, microphone en main, le cœur battant comme le jour où j'ai annulé le mariage. Aujourd'hui, nous fermons le passé et ouvrons l'avenir, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle. Désormais, la société sera connue sous le nom de Miller & Company Holdings, un symbole de transparence et de croissance durable. Les applaudissements furent tonitruants, interminables. J'ai regardé le premier rang et j'ai vu papa, debout, regardant tranquillement son fils mettre le point final à l'empire qu'il avait autrefois humilié. Ses yeux brillaient de larmes, mais ils scintillaient de fierté, ses vieux yeux étincelant maintenant comme des étoiles. Il n'a rien dit, a seulement hoché légèrement la tête, mais ce signe de tête portait toute une vie de sacrifice. J'ai eu la gorge nouée, presque au bord des larmes sur scène. Merci, papa, ai-je murmuré dans mon cœur. La cérémonie s'est terminée sous les acclamations. Après le changement de nom, papa et moi avons déménagé dans une villa au bord d'un lac, l'une de ses propriétés anonymes à la périphérie de la Californie, entourée d'eau scintillante et de forêts luxuriantes. Pour la première fois, nous avions une véritable paix. Le matin, nous pêchions au bord du lac, le doux clapotis de l'eau, l'odeur de la terre humide. Papa m'apprenait à appâter l'hameçon. Patience, mon fils. Le poisson mordra. L'après-midi, nous examinions les rapports financiers dans le salon spacieux, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Le soir, nous nous asseyons près de la cheminée à parler de l'avenir, de l'expansion mondiale, des investissements dans les technologies vertes. J'ai aménagé un bureau pour papa, l'appelant la « salle du conseiller ». Grand bureau en bois, étagère pleine de livres d'investissement, et une vieille photo de maman sur le mur. C'est ma façon de te remercier, papa, ai-je dit, la voix nouée d'émotion en le lui montrant. Tu m'as élevé à partir de rien et tu m'as appris que même quand le monde nous tourne le dos, nous nous tenons droit sur nos propres valeurs. Il m'a serré dans ses bras, la voix tremblante, mon fils, c'est moi qui ai de la chance de t'avoir. Ces moments me remplissaient d'un bonheur calme et écrasant. La vie n'était plus une bataille. C'était la paix que nous avions gagnée. Un après-midi paisible, alors que je me tenais sur le balcon, regardant le lac scintiller sous un soleil doré, le portail de la villa a soudainement grincé. Le son m'a tiré de mes pensées. Je me suis retourné et mon cœur s'est serré. Lassie se tenait là, le visage émacié, les cheveux décoiffés et en désordre, les yeux rouges de nuit blanche. Elle ne ressemblait plus à l'héritière d'antan. Pas de robe glamour, pas de bijoux étincelants. Juste une femme brisée dans une vieille chemise et un jean usé, les mains tremblantes sur son sac. Elle a marché lentement vers moi, l'air si abattu que cela m'a pris au dépourvu. « Clark, s'il te plaît, laisse-moi te voir une dernière fois », a-t-elle murmuré, la voix brisée comme si elle s'attendait à ce que je la renvoie. Mon cœur s'est emballé, un flot de vieilles émotions remontant, pas de la colère, mais un mélange de souvenirs. Lassie, la femme que j'avais autrefois profondément aimée, se tenait maintenant devant moi comme un fantôme du passé. Je suis sorti jusqu'au portail, ni en colère, ni blessé, juste calme comme face à une étrangère familière. La brise du lac portait l'odeur fraîche de l'eau, mais l'air entre nous était lourd. Lassie s'est effondrée dès que nos regards se sont croisés, des larmes coulant sur ses joues creuses. Clark, j'ai tout perdu. La réputation, les amis, le statut, tout a disparu après le scandale.
Ma famille est détruite. Papa risque la prison. Maman ne quitte plus la maison. Et moi? Je n'arrive pas à dormir parce que ce moment me hante chaque nuit. Elle a fait une pause, le souffle tremblant. Le moment où j'ai ri de ton père à notre mariage. Je ne sais pas pourquoi j'étais si aveugle. Maintenant, quand j'y pense, j'ai juste envie de disparaître de honte. Je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à dormir à cause de la culpabilité. Sa voix s'est brisée, les yeux gonflés. Je suis désolé, Clark. Non pas parce que j'attends le pardon ou que je veux que tu reviennes. Je sais que je n'en ai pas le droit. J'avais juste besoin de le dire pour pouvoir respirer à nouveau. La culpabilité me ronge jour après jour. Je l'ai regardé longuement, absorbant chaque détail. Les yeux bouffis, la peau cendrée, les mains tremblantes. Mon cœur s'est serré. J'avais autrefois rêvé d'une vie avec elle, des rendez-vous à la plage, des baisers sous la lune. Mais ensuite je me suis souvenu du mariage. Son sourire insouciant lorsque Marcos s'est moqué de mon père. La façon dont elle m'avait tenu le bras pour m'empêcher de faire une scène. La douleur était toujours là, mais plus aussi vive. Juste une cicatrice guérie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé doucement. Lassie, certaines choses n'ont pas besoin de vengeance. Elles ont juste besoin d'être laissées derrière. J'ai tourné la page, et tu devrais le faire aussi. Je te souhaite une nouvelle vie, une vie à laquelle tu appartiens vraiment. Elle s'est effondrée, sanglotant dans ses mains devant le portail au bord du lac, ses pleurs résonnant dans la brise du soir. Je me suis retourné et je suis rentré dans la villa sans regarder en arrière, le cœur lourd mais léger. C'était notre dernière rencontre, la clôture du vieux chapitre. Papa se tenait à l'intérieur, derrière les grandes portes vitrées donnant sur le lac. Il avait observé toute la conversation, mais n'avait rien dit. Aucune interférence, aucun jugement. Quand je suis entré, il s'est approché et a simplement posé une main chaude sur mon épaule. Un simple contact, mais qui portait la fierté, la compréhension et le soulagement partagés d'avoir enfin échappé aux ombres du passé. Papa et moi sommes sortis sur le porche et nous nous sommes assis au bord de l'eau. Le lac scintillait dans le coucher de soleil orangé et doré. Nous n'avions pas besoin de mots. Le silence disait tout. La brise du soir a balayé le lac, emportant les derniers échos de cette rencontre. Et à cet instant, j'ai su que de là commençait une vie vraiment nouvelle pour un père et son fils. Il y a quelques mois à peine, j'étais encore Clark Miller, l'ouvrier d'entrepôt ordinaire, humilié devant 500 invités de l'élite. Maintenant, je suis le président de Miller & Company Holdings. Une société qui renaît de ses cendres. Pourtant, alors que je suis assis à côté de mon père à regarder le coucher du soleil, je réalise que tous ces changements ne sont que superficiels. Après tout, j'ai appris la leçon la plus profonde de toutes. La vraie richesse ne se mesure pas à l'argent ou au pouvoir, mais aux personnes qui se tiennent encore à vos côtés lorsque vous n'avez rien. Le jour où le mariage s'est effondré, lorsque tout s'est écroulé sous mes yeux, il ne me restait qu'une seule personne, mon père. Et cela m'a suffi pour me relever. Assez pour me battre et assez pour gagner. Papa n'a jamais été riche au sens conventionnel du terme. Il était riche en amour, riche en sacrifices silencieux. Pendant ces années difficiles et pauvres dans notre petite maison en bois, il ne m'a jamais laissé sentir le manque. Il m'a appris qu'un simple repas partagé ensemble vaut plus que 1000 banquets. Et maintenant que nous avons tout, je chéris cette leçon encore plus. Je comprends que la piété filiale ne sont pas de jolis mots. C'est oser se lever lorsque votre parent est insulté. Oser choisir ce qui est juste, même si cela vous coûte la gloire, l'amour ou votre avenir tout entier. Ce jour-là au mariage, quand Marcos a traité mon père d'ordure de la campagne, quand Lassie a ri avec les autres et n'a rien fait pour l'arrêter, j'ai choisi mon père plutôt qu'un faux mariage. Je me souviens clairement de ce moment. Mon cœur s'est serré, la rage a explosé comme un feu. J'ai jeté le bouquet par terre, j'ai crié que le mariage était annulé et je suis sorti de la salle avec mon père. Tout le monde pensait que j'étais fou, mais je savais que c'était le bon choix. La piété filiale, ce n'est pas s'agenouiller et supplier le pardon de ceux qui insultent votre parent. C'est protéger votre famille à tout prix. Papa a sacrifié toute sa vie pour moi, m'élevant seul après la mort de maman, s'usant à la tâche pour que je puisse étudier, m'apprenant à être une personne respectable. Il n'a jamais rien demandé, il voulait juste que je sois heureux. Et à ce moment-là, je l'ai remercié en le choisissant plutôt que le prestige bon marché des Ellington.
Maintenant, assis au bord du lac, je repense à ces longues nuits après le mariage, à rentrer à la maison avec papa dans un silence lourd, mais rempli de résolution. Je ne le regrette pas, lui avais-je dit, et il avait simplement hoché la tête, les yeux brillants de gratitude. Cette leçon est gravée dans mon cœur. La piété filiale est une action, pas des mots vides. Elle exige du courage et parfois tout doit être sacrifié. Mais la récompense est la paix. Comme ce moment à côté de papa, sans aucun regret. La plus grande leçon que j'ai apprise est la suivante, choisissez quelqu'un qui respecte vos parents, car une personne qui ne respecte pas votre famille finira tôt ou tard par ne plus vous respecter. Lassie n'a jamais vraiment respecté mon père. Elle le voyait comme un obstacle dans son monde de la haute société. Elle m'a tenu le bras et m'a dit de ne pas faire de scène quand il a été insulté parce qu'elle craignait l'embarras. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'égoïsme. Si elle ne pouvait pas respecter d'où je venais, elle aurait fini par mépriser qui je suis. Je me souviens des dîners de famille Ellington. Élise insinuant que mon père était rustique. Brantley rappelant à Lassie qu'elle méritait mieux. Lassie ne l'a jamais défendue. Elle souriait maladroitement ou changeait de sujet. Je ne déteste pas Lassie. Je plains seulement quelqu'un qui s'est perdu dans l'arrogance de sa famille. Il ne reste aucune haine en moi, seulement la compréhension que le pardon est aussi une forme de victoire. Lassie était autrefois la fille joyeuse et forte que j'aimais. Mais sous la pression de sa famille, elle est devenue une version d'eux. Arrogante, calculatrice, méprisant les autres. Quand elle a pleuré devant le portail de la villa, je n'étais pas en colère. J'ai seulement ressenti de la pitié qu'elle se soit perdue. Elle aurait pu être différente si elle s'était levée ce jour-là. Mais elle ne l'a pas fait. Et maintenant, elle fait face aux conséquences. Je n'ai pas cherché à me venger en la blessant davantage. J'ai tourné la page et lui ai souhaité une nouvelle vie. C'est de la clémence et cela me rend plus fort. La haine ne fait que nous enchaîner au passé. Le pardon nous libère pour vivre. C'est papa qui me l'a appris. Mon fils, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et il avait raison. Après cette rencontre, je me suis senti plus léger, comme si le dernier fardeau était tombé. Pour moi, le succès n'est pas de devenir PDG ou de posséder une société. C'est de garder mon cœur honnête même quand j'ai le pouvoir d'écraser les autres. J'ai ce pouvoir. J'aurais pu poursuivre les Ellington davantage, exposer plus de scandales, mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi de construire, de sauver l'entreprise, de protéger les emplois, d'être transparent avec les actionnaires. Le succès, c'est de se regarder dans le miroir et de voir encore le gentil Clark, non corrompu par le pouvoir. Papa me le rappelle, mon fils, le pouvoir est une arme à double tranchant. Et je garde cette lame affûtée pour le bien. Je comprends que la plus grande vengeance n'est pas de faire souffrir les autres. C'est de construire une vie si heureuse qu'ils doivent baisser les yeux chaque fois que votre nom est mentionné. Je n'ai pas besoin de voir les Ellington souffrir pour me sentir satisfait. J'ai seulement besoin de bien vivre aux côtés de mon père, de diriger une entreprise prospère et de les laisser entendre le nom de Miller & Company et regretter. C'est la vengeance la plus raffinée. Les mois passés avec papa dans la villa au bord du lac m'ont montré que la chose la plus précieuse que j'ai gagnée n'était pas la société ou la richesse. C'étaient les moments tranquilles que nous partagions au dîner. Des repas simples de légumes du potager et de poissons du lac, remplis de rire. Simple, mais bien meilleur que n'importe quel banquet chic, dit papa, et je ris aux éclats. Enfin, mon conseil à quiconque, n'ayez pas peur de perdre ce qui ne vous a jamais appartenu. La chose à craindre le plus est de perdre son respect de soi en s'accrochant à ce que l'on ne mérite pas. Je me tiens sur le porche, regardant le coucher de soleil se refléter sur le lac, ressentant chaque perte, chaque bataille, chaque cicatrice. Et je sais que mon voyage ne s'est pas terminé par la vengeance. Il a commencé par une nouvelle vie, libre et plus jamais assombrie par l'obscurité de quelqu'un d'autre.